Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Profitons du soleil, du ciel bleu, de ce début de mois de mai. Vous avez vu, le Kremlin a été attaqué par 2 drones. Alors, évidemment, il y a des moments où on se pose la question de savoir si, dans ce genre d'action, alors, je rappelle, hein, pour l'instant, on ne sait pas. Les médias, certains vous disent que ça serait l'Ukraine, selon les dires du Kremlin, qui aurait tenté d'attaquer, voire même d'assassiner Poutine. Bon, sauf que Poutine n'était pas là. Euh, D'autres disent que bah non, c'est un false flag, que c'est évidemment les Russes qui auraient organisé cette fausse attaque, hein, ce qu'on appelle un false flag hein, en général. Moi, ce que je trouve marrant, c'est que il n'y a aucun média qui a envisagé une troisième solution, c'est éventuellement que ce soit un false flag organisé par une tierce personne, enfin une tierce personne, un tierce pays, euh, qui chercherait à essayer de provoquer une accélération. Je pense évidemment aux États-Unis. Sauf que la plupart des gens aujourd'hui, dans leur véhémence contre Poutine, contre les Russes, les Ukrainiens sont des saints, sont des anges, les pauvres. On va pas revenir sur la réalité, hein, à la fois historique, sociale, économique, diplomatique, relationnelle entre ces deux pays. Le fait est, c'est que il y a plusieurs choses que la plupart des gens ne savent pas, ignorent et de fait ne comprennent pas le contexte. Premièrement, rappelons que les deux pays en question ne se sont, pour l'instant, nullement déclaré la guerre. La Russie n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine et l'Ukraine n'a pas déclaré la guerre à la Russie. Comprenez bien que si c'était le cas, dans ce cas-là, tous les pays qui aident l'Ukraine deviennent officiellement des belligérants, même s'ils le sont plus ou moins aujourd'hui de par un soutien, mais en matière de règles fondamentales qui enclenchent alors les alliances. J'entends bien que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne, ne fait pas partie de l'OTAN, mais dans ce cas-là, tous les pays qui l'aident financièrement, matériellement, si elle déclare la guerre à la Russie et la Russie déclare la guerre à l'Ukraine, dans ce cas-là, ça veut dire que la Russie considère que tous les pays qui aident et soutiennent l'Ukraine sont les ennemis de la Russie. Or, nous sommes dans cette situation où aucun des deux pays ne s'étant déclaré la guerre. Donc vous voyez que là, si jamais des attaques sont commises sur le territoire russe, et d'ailleurs on sent bien la gêne de Washington, puisque la porte-parole de la Maison-Blanche a tout de suite calmé le jeu en disant « Attendez, pas de conclusion hâtive, nous enquêtons pour savoir ce qui s'est passé, mais hors de question de prendre position pour l'un ou pour l'autre. » Donc force est de constater que la deuxième chose qui joue aussi énormément aujourd'hui et qui pèse, c'est que vous savez que un certain nombre de sociétés, d'entreprises occidentales, surtout américaines, ont déjà signé des contrats avec le gouvernement ukrainien et M. Zelensky, qui, lorsque la guerre sera terminée, eh bien, l'Ukraine pourra bénéficier de l'action financière, matérielle, de reconstruction de ces sociétés. Sauf qu'évidemment, nous ne sommes pas dupes. Hein. En l'occurrence, les sociétés les plus marquantes, c'est BlackRock et Vanguard. Il est évident que ces sociétés, comme d'autres, ne s'amusent pas à promettre la reconstruction, à promettre des aides financières, sans un échange de bons procédés. D'ailleurs, je me pose la question si les Ukrainiens sont bien conscients que Zelensky, pour sa petite guerre, est en train tout simplement de vendre l'Ukraine.
Rappelons que Zelensky a réussi à casser cette loi qui avait été incluse dans la Constitution de 1991 lors de l'indépendance de l'Ukraine, qui interdisait formellement la vente de terres à des sociétés étrangères. Eh bien, M. Zelensky a cassé cette loi. Donc aujourd'hui, des Ukrainiens, vont se rendre compte que des terres cultivables, je rappelle, l'Ukraine était considérée comme le grenier à blé de la Russie. Donc ça veut dire qu'au niveau agriculture, c'est quand même un intérêt économique non négligeable. Et là aujourd'hui, les Ukrainiens vont se rendre compte que désormais, un grand nombre de terres ne sont plus ukrainiennes, elles appartiennent maintenant à des sociétés américaines, pour la plupart. Donc évidemment, ces sociétés-là, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, elles ne vont pas attendre que la guerre se termine dans 2 ans ou 3 ans. Elles, ce qu'elles veulent, c'est exploiter leur alliance, exploiter leur contrat maintenant, et pas dans 3 ans. Donc il arrivera un moment donné où ces sociétés, si cette guerre perdure, si cette guerre continue, eh bien vous comprenez bien que contractuellement, en général, tout est prévu. C'est-à-dire qu'il y a un délai. C'est-à-dire que Vanguard comme BlackRock vont certainement signer un accord pour dire au gouvernement ukrainien que ce contrat n'est valable que pendant une période de 2 ans. Si au bout de 2 ans la guerre est toujours là, le contrat devient nul et non avis. Donc le fait est, c'est qu'évidemment, aujourd'hui on le sait, le plan c'était d'affaiblir la Russie, le plan c'était d'incriminer la Russie, le plan c'était de mettre Poutine dans la merde, sauf que le plan a raté. Alors oui, certaines sanctions ont eu des conséquences, mais la Russie a des alliés, la Russie a des accords internationaux, la Russie a réussi finalement à garder le cap. Ce qui d'ailleurs rend encore plus rageux, c'est que même le rouble ne s'est pas effondré. Alors oui, il se peut qu'il y ait dans les mois à venir des problèmes qui surgissent. Mais j'ai envie de dire, avec l'Ukraine qui nous promet depuis plusieurs semaines la grande offensive de printemps, on l'attend toujours. On l'attend tellement que déjà certains médias, même des médias mainstream, commencent à s'interroger si cette fameuse contre-offensive va vraiment avoir lieu. Parce que si en effet du côté russe, on se rend compte que la leçon que la Russie doit tirer de ce conflit, c'est que malheureusement son armée n'est pas aussi efficace, n'est pas aussi disciplinée, n'est pas aussi structurée qu'elle le prétend. Et en face, l'Ukraine, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un moment donné où il n'y aura plus d'hommes ukrainiens pour aller mettre un fusil entre les mains et aller faire guéguerre sur le front. Voire même que là, on a un officier polonais qui a été obligé d'admettre que, malheureusement, désolé les Ukrainiens, on ne peut pas vous aider plus parce que on est en rupture de munitions. C'est-à-dire que là, même si l'Ukraine, même si cette guerre est un intérêt certain pour les groupes militaro-industriels, vous pensez bien que les groupes militaro-industriels, ils comptent justement sur l'argent du contribuable pour que les États arrosent l'Ukraine en armement, en munitions, en matériel logistique, etc., etc. Sauf qu'il y a un moment donné où si les Ukrainiens consomment plus que ce que l'on peut produire, si les Ukrainiens consomment plus que ce que nous sommes censés donner, je rappelle, bientôt aux États-Unis, nous allons arriver à la négociation pour le plafond de la dette, mais ça n'empêche pas l'administration Biden d'arroser encore de 300 millions de dollars une aide de soutien à l'Ukraine. Sauf qu'il y a beaucoup d'Américains aujourd'hui qui commencent à se dire, attendez, qui c'est qui paye? C'est pas de l'argent gratuit. C'est de la dette supplémentaire.
raison pour ça que des entreprises américaines disent, voilà, si vous voulez continuer à avoir une aide du gouvernement fédéral, il va falloir que vous vendiez votre pays par petits bouts à des sociétés. Que vous mettiez en priorité des sociétés américaines sur l'exclusivité de certains secteurs économiques. Logique. Donc le problème, si vous voulez, c'est que là, on est vraiment dans une impasse. On est dans une impasse parce que toute personne intelligente et sensée sait que l'Ukraine ne réussira jamais à reconquérir, que ce soit la Crimée ou le Donbass. Si ce n'est dans une déclaration de guerre, avec des alliances et donc un interventionnisme extérieur, militaire, sur le territoire ukrainien. Mais évidemment, ça pose un problème, c'est qu'en face, si jamais nous attaquons la Russie sur le territoire russe d'ailleurs, dont je rappelle, le Donbass a été annexé, la Crimée a été annexée, donc si on déboule avec des armées françaises, allemandes, polonaises, américaines dans ces territoires pour soi-disant reconquérir ces territoires de l'Ukraine, vous comprenez bien qu'en face au Kremlin, ils considèrent que c'est une atteinte à la souveraineté territoriale de la Russie et que par conséquent, c'est une déclaration de guerre à la Russie. Et là, dans ce magnifique ciel bleu que vous voyez derrière moi, tout d'un coup, vous allez voir des traînées blanches apparaître. Et dans ce cas-là, vous dites-vous bien que si vous habitez dans une grande ville, bon, allez, vous avez 20 minutes pour essayer de vous trouver une planque ou essayer de vous échapper. Sinon, c'est game over. Sauf que ce risque de game over, vous comprenez bien que le monde, les empires de la finance, ils n'en veulent pas. Parce que ça voudrait dire que, dans ce cas-là, ils perdraient tout. Alors oui, on peut imaginer qu'en effet, ces mondes financiers considéreraient que peut-être, ce serait peut-être pas plus mal qu'il y ait une troisième guerre mondiale, ça serait peut-être pas plus mal qu'on se tape des bombes nucléaires un peu partout. Pas parce que pour eux, comme ça, c'est l'avantage d'avoir non seulement une mainmise sur la reconstruction de la civilisation, quoique je ne suis pas vraiment certain que ce soit vraiment un avantage pour eux. En revanche, peut-être que dans le plan de réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants, comme c'était inscrit sur les fameuses Gatestones de Géorgia qui ont disparu, là ouais, en effet. Mais bon, on aurait beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Donc cette histoire de drone sur le Kremlin, soyons prudents, ne tirons pas de conclusions hâtives. Que ce soit l'Ukraine qui s'amuse à tirer des drones sur le Kremlin, ça n'a strictement aucun intérêt. Que la Russie s'amuse à faire un false flag pour ensuite accuser l'Ukraine et se donner une légitimité, oui, possiblement. Quoique franchement, est-ce que on peut considérer que les Russes sont aussi idiots et stupides que ça? Je ne suis pas certain. En revanche, ceux qui ont le plus d'intérêt à faire monter la mayonnaise en provoquant des attaques sur la Russie pour pousser Poutine à finalement déclarer la guerre à l'Ukraine suite à une agression sur son territoire, bah, c'est évidemment les Américains. Bon allez, oui, j'entends celui qui est au fond de la classe, là. Ouais, il y a aussi la Chine. Les Chinois, ils en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils attendent, c'est soit d'avoir les bonnes raisons pour se rapprocher encore plus de Poutine et tirer évidemment profit de ce que la Russie peut permettre d'obtenir à la Chine en matière de certaines ressources que, évidemment, la Russie possède, mais que de par sa population, de par sa démographie, malheureusement, elle n'a pas les moyens d'exploiter. Et en revanche, le réchauffement climatique pour les Russes, eux, c'est une aubaine, parce que ça veut dire qu'il va y avoir des terres, des territoires qui seront beaucoup plus faciles d'accessibilité et d'exploiter les ressources que ça ne l'est actuellement. Et en cela, évidemment, vous comprenez bien que les Chinois, eux, ils lorgnent là-dessus. Maintenant,
Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, on entend des gens qui s'expriment de façon un peu plus ouverte et assument. Et assument le fait, eh bien oui, de détruire la Russie. La Russie est une menace. Le peuple russe est une menace. Donc il faut l'annihiler, il faut le soumettre. Il faut démanteler la Russie. Il faut créer des petits pays, des petits États. Et quand vous aurez créé des petits États, ils seront tellement insignifiants qu'ils seront également soumis au nouvel ordre mondial. Sauf que ce plan occidental, il y en a un qui ne partage pas cette idée, c'est la Chine. Comme je vous l'ai dit, la Chine, elle aussi, elle lorgne sur ses ressources. Elle lorgne depuis très longtemps sur la Sibérie. Donc, fatalement, on sera toujours confronté à des empêcheurs de tourner en rond. Les Occidentaux n'auront jamais la possibilité de prendre le dessus, d'avoir le pouvoir absolu pour faire ce qu'ils veulent. Et vu l'état aujourd'hui, à la fois de l'économie mondiale, vu l'état de la finance, vu l'état aujourd'hui même des souverainetés de certains pays, on ne peut pas dire que le seul moyen démocratique qui serait de rétablir la situation puisse se trouver derrière la porte. Au contraire, nous allons voir et nous allons assister au déclin de la démocratie. On vous chantera la démocratie, on vous obligera à respecter la démocratie. Alors qu'en réalité, elle va s'effilocher de plus en plus sous vos yeux. Enfin, sous les yeux de ceux qui sont avertis, sous les yeux de ceux qui comprennent, sous les yeux de ceux qui connaissent, qui savent, et non pas les sensibles du haut, les hypersensibles, les hyperconsommateurs, qui eux ne satisferont leurs idéologies que par le plaisir, et qui en réalité n'ont absolument aucune idée ni aucune notion idéologique sur le plan politique. Les mêmes qui croient que Marine Le Pen c'est l'extrême droite, c'est le fascisme, alors qu'en réalité pas du tout. Donc cette affaire des drones sur le Kremlin est assez intéressante, parce c'est très symptomatique en fait d'un empressement de vouloir aboutir à un résultat qu'on espérait aboutir en quelques mois après que les Russes aient attaqué l'Ukraine, mais que malheureusement, la fameuse phrase d'Hannibal dans l'agence touriste que j'adore qu'un plan se déroule sans accroc, là, on ne peut pas dire que ça soit le cas. Parce que des accrocs, il y en a eu. C'est que les choses ne sont pas passées comme prévu. Et comme je vous l'ai dit, la Russie, finalement, a résisté. Donc là, on arrive à l'été. Et donc cet été, va falloir que les choses se décantent. Parce que si au mois de septembre, on est encore en train de voir l'Ukraine et la Russie se repiquer des terrains au fur et à mesure du temps, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un moment donné où les moyens vont commencer à manquer. Maintenant, oui, j'entends bien l'un d'entre vous qui pense à cela. Est-ce que finalement, à un moment donné, Washington va se dire on ne peut pas continuer comme ça, donc il va falloir stabiliser la situation et peut-être amener tout le monde autour de la table et dire bon, écoutez, on va passer un accord avec la Russie, on leur laisse le Donbass et la Crimée, en revanche, on sanctuarise l'Ukraine, de telle manière à ce que l'Ukraine redevienne un pays indépendant, mais en revanche, interdiction qu'il soit intégré à l'OTAN comme à l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Ukraine retrouverait alors sa fonction première qu'elle n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire être un pays indépendant, un pays tampon. Et là, à ce moment-là, on se dira, putain, tout ça pour ça? Et on se retrouvera exactement dans la même situation que pour l'Irak et l'Afghanistan. C'est-à-dire avoir dépensé des milliards et des milliards d'euros, avoir provoqué la mort
de dizaines de milliers, de millions peut-être de gens, pour au final rien. Moi, je peux vous dire qu'aux États-Unis, les familles qui ont perdu des proches en Irak et en Afghanistan, quand ils voient aujourd'hui que finalement, que ce soit les démocrates et les républicains, on s'est bien foutu de leur gueule, que en Europe, on ne vienne pas s'étonner pourquoi des Américains ont voté Donald Trump. Et peut-être pourquoi des Américains en 2024 pourraient voter DeSantis. Oui, vous savez, DeSantis, c'est ce gouverneur de Floride qui s'est prononcé pour être candidat à la primaire républicaine pour la présidentielle de 2024. Et il y a force à parier que son potentiel n'est pas négligeable, vu qu'aux États-Unis, vous avez actuellement beaucoup de médias sur Internet progressistes qui sont en train de lui tailler un short. Donc quand on s'acharne comme ça sur une personne, alors tu auras raison, je ne suis pas là pour juger, c'est qu'on n'est pas tranquille sur le devenir de Joe Biden pour sa réélection en 2024. Tout comme je vous l'ai dit, même si malheureusement peut-être que cette candidature risque d'être marginale, on a Robert Kennedy qui s'est prononcé pour être candidat à la primaire démocrate, hein, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il passe le cap de la primaire. Et comme je vous l'ai dit, je ne crois pas que Donald Trump puisse avoir les moyens de se lancer dans une présidentielle en candidat, tout du moins en parti indépendant. Donc cette affaire avec l'Ukraine, on ne peut que regarder, on ne peut que observer. Mais ce qui est dramatique, en réalité dans l'histoire, c'est de voir comment vos dirigeants continuent à alimenter, continuent à envoyer de l'argent. Alors comme je vous l'ai dit, on envoie de l'argent, mais c'est pas gratuit. Certainement que Macron, par exemple, lorsqu'il envoie des millions d'euros à l'Ukraine, certainement qu'il a un accord avec Zelensky pour mettre en avant des entreprises françaises, le cas échéant, une fois que la guerre sera terminée, pour que ces entreprises françaises aient l'exclusivité d'être présentes sur le marché ukrainien. Évidemment. Mais quelles vont être les retombées pour les Français? Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, pourquoi? Parce que ce sont des entreprises françaises qui s'en mettront plein les fouilles. Des entreprises françaises qui feront des pieds et des mains pour planquer et ne pas payer d'impôts sur ses profits. Mais par contre, c'est bien les Français qui vont devoir payer la facture des emprunts et des prêts qui ont été faits pour pouvoir filer des milliards d'euros à l'Ukraine. Ah bah oui, hein. C'est vous qui êtes toujours le dindon de la farce. C'est vous qui payez. Tant que vous laisserez des gens, tant que vous n'aurez pas changé de régime, tant que vous n'aurez pas changé de république, tant que vous n'aurez pas changé de constitution, vous aurez toujours des gens pour se foutre de votre gueule. Pour terminer, je vous ferai juste un petit lien. Fillon qui est passé devant commission. Alors oui, la commission elle est longue, hein, c'est une vidéo qui est longue, mais vous entendez des trucs, mais vous vous dites mais c'est pire que ce qu'on imaginait. C'est pire que ce que l'on imaginait. C'est que quand je vous parlais de déliquescence progressive de l'État depuis Sarkozy, je rappelle, hein, Fillon était Premier ministre de Sarkozy, mais vous dites mais j'ai sous-estimé le niveau de déliquescence. À ce point. Je vous laisse méditer sur la question. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt et portez-vous bien.